Salut à toi jeune solariste, et salut aussi aux adorateurs du nucléaire, et aussi salut à ceux qui ne jurent que par les énergies fossiles. Oui, sur cette chaîne, on accueille tout le monde, et même ceux qui pensent pas comme nous. Moi, ce que je veux, c'est juste attirer l'attention des plus sceptiques, les fameux climatos, et leur montrer que les énergies renouvelables, c'est pas un petit truc intermittent qu'on peut utiliser uniquement quand la météo est favorable. Et en particulier le solaire, et dans cette série, le solaire thermique. D'ailleurs, dans une prochaine vidéo, je te parlerai de ce que sont capables de faire les plus grosses centrales solaires thermiques. Et tu vas voir que c'est pas de la gnognotte. Crois-moi, le solaire, c'est bien plus balèze que le nucléaire de nos centrales. Le rayonnement qu'on utilise, il est issu de la fusion nucléaire, alors que nos centrales, elles en sont encore à la fission nucléaire. Voilà, c'est tout. Alors oui, le gaz, le pétrole, le charbon, le nucléaire, au-delà de rendre l'avenir de nos enfants très incertain, c'est très pratique et j'avoue, on en profite tous du matin au soir. On a été élevé avec et on n'arrive plus à s'en passer, c'est comme une drogue. Mais de toute façon, ces énergies, elles auront une fin et pour certaines, on a déjà passé le pic de production. Alors que pour le solaire, on n'est pas près de l'avoir la fin. Et en plus, c'est énorme, c'est naturel et c'est gratuit. Bon, je m'emporte, je m'étale et je dis des banalités, donc je reviens au sujet de cette vidéo que vous attendez tous comme des malades. Si, vas-y, à vous. Ouais, je te vois bien rôder en permanence sur ma chaîne pour voir s'il n'y a pas des nouvelles vidéos à te mettre sous la dent. Alors qu'il te suffirait de t'abonner pour être au courant. Bon, t'as compris? C'est bien. Sujet du jour. Je vais clore le chapitre sur le comparatif entre les panneaux plans et les panneaux à tubes. Il y aura une comparaison sur un cas concret où à surface égale et dans les mêmes conditions, on va simuler la production avec ces deux technologies dans le logiciel libre Solo. Je te dirai, comme je te l'avais promis, pourquoi chez moi, il y a presque 20 ans, j'ai mis un panneau à tube, alors que tu l'as peut-être déjà compris, je ne suis pas un grand adorateur de cette technologie. Et je te montrerai un tube sous vide en vrai et je vais même le casser devant toi pour voir. Ouais, non, c'est parce que j'aime bien casser des trucs. Et en fait, c'est même pas le problème. J'en ai déjà cassé sans le faire exprès, juste en les cognant. Non, c'est pas ça. J'avais juste envie d'en casser un avec un marteau. Bon, une fois qu'il sera cassé, on va quand même regarder dedans, voir comment c'est foutu. Et tu vas voir, c'est passionnant et on voit pas ça tous les jours. On va en apprendre. Et pour finir, brillamment, avec beaucoup de charisme et de modestie, je te ferai un petit résumé de ce comparatif qui m'aura pris quand même 3 vidéos. Voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui et c'est déjà pas mal. Allez, musique! Bon alors, si t'aimes pas mon générique, tu le dis dans les commentaires. Mais franchement, j'en ai bavé pour le faire. Allez, je vais prendre un cas concret et on va comparer les deux technologies. Je te propose de t'installer confortablement près de chez moi, dans le 9.3 à Bobigny. On va faire comme si on avait un toit plein sud avec une pente de 35 degrés, qu'on était 4 et qu'on consommait chacun 33 litres d'eau chaude par jour et qu'on les stockait dans un ballon solaire de 300 litres à Serpentin-Noyer. Et là, on se disait, mais qu'est-ce qu'on met comme panneau? Des panneaux plans ou des panneaux à tubes? Ben, on va tester et comparer les deux en mettant la même surface sur le même toit dans les mêmes conditions et puis on verra quelle surface on devrait mettre pour avoir les mêmes performances. Alors pour le panneau plan, je propose qu'on garde le même panneau que dans les dernières vidéos avec l'EcoF 0,79 en facteur optique et 3,15 en perte thermique. Et pour le panneau à tube, le même aussi, un Vitosol 200 ou 300 en modèle 3,19 m². Oula, t'es tout excité là! Et je le comprends, alors calme-toi et on y va. Ah non, encore une précision, j'ai volontairement pas pris un capteur plan existant car sinon j'aurais pas pu comparer les mêmes surfaces. Bah oui, un capteur plan de 3,19 m², ça j'aurais jamais trouvé. C'est pour ça que le capteur à tube, comme il est dans la base de données, j'en mets un et il fait 3,19 m². Et pour le capteur plan, je le fabrique avec mes coefficients et dans la surface de Solo, je mets 3,19 m². Comme ça, on va comparer la même chose. Voilà, c'est dit, on ouvre Solo. Bon, j'ouvre Solo et on va rentrer un capteur plan. Alors, on est en France. J'ai dit qu'on était à Bobigny. La latitude s'affiche. Ok, on va partir sur 132 litres par jour. Donc 4 personnes à 33 litres.
Le stockage est à l'intérieur, à 18 degrés. C'est un échangeur noyé, on est d'accord. Température de l'eau 55. C'est un ballon de 300 litres. J'en ai qu'un seul. Laine de verre 5 cm. Choisir un capteur. Du coup, comme c'est mon capteur plan, j'ai dit que je prenais pas un capteur d'ici, mais que je mettais 0,79 dans le facteur optique et 3,15 en perte. Du coup, mon capteur, j'ai dit que je le mettais à 35, plein sud, et la surface, j'ai rentré 3,19 m² pour faire comme le capteur tube, et je valide. Et donc, je me retrouve avec ma feuille de calcul, avec tout ce que j'ai rentré, et ce qui m'intéresse, moi, c'est ce tableau. On va faire la même chose pour le capteur à tube. Toujours en France. Ah là là. Île-de-France, Bobigny, normalement tout doit y être. Consommation annuelle, température du local en intérieur, échangeur noyé, 55 degrés, 300 litres, un ballon, laine de verre 5 cm pour mon ballon. Je choisis un capteur et j'ai dit que je prenais le Vitosol 200 SP2A 24 parce qu'il fait 3,19 m² et donc j'en mets un seul et je valide. Donc je retrouve ici donc mon capteur Vitosol Wiesmann. Ouais, mais les coefficients c'est lui qui les a mis, 0,76, 1,54. Voilà. Et donc on va comparer ces deux tableaux, celui-là et celui-là. Donc ça c'est le capteur plan et ça c'est le capteur à tube. Bon, on va détailler les résultats. Première colonne, irradiation du capteur. Ça, c'est le rayonnement que reçoit notre panneau et ça dépend de la localisation géographique, la latitude, la pente du toit et l'azimut. L'azimut, je rappelle que c'est l'angle par rapport au sud. Deuxième colonne, les besoins. Ça, c'est l'énergie mensuelle dont j'ai besoin pour chauffer mes 135 litres d'eau par jour. Troisième colonne, apport par mois. Ça, c'est la plus compliquée et la plus importante. C'est l'énergie que le soleil va m'apporter par rapport à mes besoins. Attention, j'ai bien dit par rapport à mes besoins. Ça veut dire l'énergie que je vais vraiment récúérer. C'est là qu'intervient le rendement de mon capteur et pour mieux comprendre, je vais directement te prendre un exemple. Le mois de janvier, l'irradiation est de 1191 Wh par mètre carré par jour. Bon, ben, j'ai 31 jours, je multiplie par 31, ça fait 36 921 Wh. Donc 37 kWh pour le mois de janvier. Ah, mais ça c'est par mètre carré, donc j'ai 3,19 m². Donc 3,19 x 37, ça fait 118 kWh. On me dit que j'ai un apport de 51 kWh, donc je ne récupère que 51 kWh pour chauffer mon ECS sur les 118 kWh sur mon capteur. Ça me fait un rendement de 51 divisé par 118 égale 43%. Bon ben alors en été ça sera meilleur alors. Faisons l'essai sur juillet. Là j'ai 5396 Wh d'apport solaire par jour. Multiplié par 31, ça fait 167 kWh par mètre carré pour le mois. Multiplié par la surface, 3,19 m², ça fait 533 kWh. Et mon apport n'est que de 160 kWh pour juillet. Et 160 divisé par 533, ça fait un rendement de 30% seulement. Mais alors le rendement, il chute l'été? Ben oui, il chute. Parce que tu récupéreras pas toute la chaleur disponible. Il y a des tas de fois où ton ballon sera déjà chaud et le système sera à l'arrêt alors qu'il y aura encore du soleil. Donc on sera en surchauffe dans ces moments-là. Ben oui, plus ou moins fort, mais c'est pas grave. Quatrième colonne, apport par jour. Ben c'est la troisième colonne divisée par le nombre de jours dans le mois. Cinquième colonne, le taux, ben c'est l'apport mensuel divisé par le besoin mensuel. Et sixième colonne, c'est juste le nombre de litres qu'on chauffe. Alors ensuite, tout en bas, le taux de couverture, c'est ce qui nous intéresse. C'est le pourcentage de nos besoins annuels qu'on atteint grâce au soleil. Donc l'apport solaire annuel divisé par le besoin annuel. Et la productivité, c'est le nombre de kWh annuels par mètre carré de capteur. Donc l'apport solaire divisé par 3,19 m² dans notre cas. En résumé, si je compare les résultats avec mes 3,19 m² de panneau plan, je suis à 53,6% de taux de couverture. Et avec mes tubes, je suis à 56,3%. Bon ben franchement, il n'y a pas une grosse différence. Et si on regarde dans le détail, c'est un peu mieux, quel que soit le mois et la saison. Allez maintenant, pour finir, on va prendre un vrai panneau plan du marché, par exemple le DB200H de Dietrich.
pour voir. Et on va en mettre 2. Je prends celui-là parce qu'il est petit et je vais en mettre 2. Et hop, qu'est-ce qu'on voit? Taux de couverture 55% pour 3,78 mètres carrés. Là, on est à peu près pareil qu'avec nos 3,19 mètres carrés de tube. Alors, je pourrais faire tout un tas d'essais, bien sûr, et comparer les deux dans des conditions plus extrêmes, comme des régions très froides ou des orientations très différentes, et voir lequel est le meilleur. Mais ça, je te laisse le faire parce que c'est pas la majorité des cas. Moi, ce que je voulais te montrer, c'est qu'il n'y a pas une grosse différence entre les deux dans les cas classiques. Et là, ça me fait une bonne transition pour te parler de mon installation à moi et pourquoi j'ai mis un Vitosol 200 à tube. Ben, c'est simple, j'étais dans un cas particulier, j'avais peu de place et mon panneau était vertical plein sud. Bon, je te laisse le faire, mais si tu mets un panneau sur un mur vertical, tu vas beaucoup perdre. Là, j'ai fait l'essai dans Solo, le meilleur rendement à Bobigny, il est aux alentours de 35 degrés de pente. Mais si tu mets un panneau à tube avec les tubes en horizontal et que tu les pivotes de manière à les mettre tous à 35 degrés, c'est comme si ton panneau était à 35 degrés. Et comme dans mon cas, j'avais très peu de place en mettant un 3 mètres carrés, c'est comme si je mettais presque un 4 mètres carrés de plan, et pour 4 personnes et un ballon de 300 litres, bah c'était idéal, avec pas ou très peu de surchauffe. Et voilà, ça fait 20 ans que ça marche, et sans le moindre problème. Bon après, côté esthétique, j'avoue que ça se discute. Heureusement, c'est côté jardin, parce que la mairie, elle aurait jamais accepté ça. C'est sûr, eux, ce qu'ils veulent, c'est que ce soit beau, que ça marche, que ça réduise les énergies fossiles, et que ça fasse des économies. Ah, ils s'en tapent le coquillard. Hein. Allez, on va casser du tube maintenant. Alors là, je reviens d'une installation où j'ai démonté des dizaines de tubes. On va revenir sur cette installation après et on va regarder comment sont foutus ces tubes. Donc j'en prends un et on y va. Alors qu'est-ce qu'on voit sur ces tubes? On voit donc la partie qui est bleue, c'est l'absorbeur. Hein. Donc en fait c'est quoi? C'est une tôle de cuivre. Une tôle de cuivre soudée sur un tube en cuivre. Le tube, là, bah, il est sous vide. Et il est raccordé sur un collecteur. Alors il y a deux tubes. Il y a un petit tube de cuivre intérieur, là, tu vois, vraiment tout petit, dans lequel circule le liquide. Et un tube plus grand. Et donc le liquide circule à l'intérieur du petit et entre les deux. Donc il y a le départ et le retour. Et voilà donc à quoi ça ressemble. Et en fait ces tubes, ça c'est un Vitosol 200 de chez Wiesmann. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait on peut les pivoter. Donc si on met le capteur en horizontal, comme ça, et que par exemple il est à plat sur un toit, on peut réorienter tous les absorbeurs, par exemple à 45 degrés. Hein, par contre, si on le met en vertical, bah, ça, vous voyez bien que ça ne marche pas. Par contre, ce qu'on pourrait faire, c'est éventuellement rattraper un peu vers le sud en tournant notre absorbeur. Donc du coup, on les tourne tous. Donc voilà ce que c'est qu'un tube sous vide. Et tu vois la couleur là? La couleur qui est là, sur cette partie-là? Eh ben, on va en reparler de ça. Ah, ce qui est intéressant aussi, comment ils sont mis ces tubes. Ici, on a des joints SPI. Ici, on a aussi un joint SPI, il a dû rester dans le collecteur. Et en fait, on pousse tout ça, hop, et c'est uniquement poussé et ça tient. C'est ça qui fait l'étanchéité. Et puis, bien sûr, on a une petite pièce qui vient là qui empêche le tube de sortir. Voilà. Donc, ça veut dire qu'un tube comme ça, bah, si je le casse, je perds le vide. Par contre, mon étanchéité et ma circulation va se faire toujours. Par contre, si le tuyau est coupé, bah là, mon installation, elle est foutue. Alors, j'ai récupéré un tube Vitosol 200. Voilà, il est mort. Voilà. J'ai nettoyé. Alors, ce qu'on peut voir ici, vous voyez, il y a une teinte différente, une couleur différente. C'est parce qu'en fait, ce tube n'est plus sous vide. À l'intérieur, il y a un réactif, un gaz qui fait que dès qu'il est en contact avec de l'air, de l'oxygène, de l'azote, je ne sais pas, en fait, il y a ce changement de couleur qui veut dire que le tube n'est plus isolé. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur, j'ai de l'air, donc le tube fonctionne encore, mais j'ai pas d'isolation géniale, quoi. Voilà.
Donc je ne sais pas si on voit bien à travers, mais on voit que la partie bleue là c'est un absorbeur. Et en dessous, on a un tube de cuivre qui est soudé, enfin un double tube de cuivre, puisque on rentre dans un sens et on repart dans l'autre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le casser, comme ça on va voir ce qu'il y a dedans. Allez, on va le casser. Donc ce que je vais faire, faut être sérieux, je vais mettre des gants, je mets des lunettes, je prends un petit marteau, et c'est du verre pas bien épais, donc ça va se casser assez facilement. On va le casser ici, allez. Ah, j'en ai mis un peu partout, c'est pas grave. Voilà. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce qu'on voit ? Ah ben on voit qu'en fait un capteur à tube, qu'est-ce que c'est? Un absorbeur. C'est un mini capteur plan en fait, hein. Un absorbeur. Une feuille en cuivre bleu foncé qui est soudée à un cuivre. Voilà. Et tout ça, bah, c'est dans un tube sous vide, donc un isolant. Et voilà. Rien d'extraordinaire. Bon alors, il fallait que j'en ai le cœur net, parce que cette histoire de couleur, là, ça me chagrine depuis tout à l'heure. J'ai plein de tubes et j'ai du mal à croire qu'ils soient tous morts. Donc, quand on l'a cassé, ça a été trop vite, j'ai pas pu voir. Donc là, ce coup-ci, j'ai un outil que je me suis procuré. Je vais faire une petite fente dans le verre et on va observer ce qui se passe ici. Allez, on essaye. Allez, regarde la couleur. Vous savez ce qui se passe? Tiens, on l'a entendu. Il y avait le vide dedans. Ok, donc très intéressant. Maintenant, il n'y a plus le vide. L'air est rentré, j'ai entendu l'air rentrer. La couleur est en train de changer. Donc en fait, c'est le contraire. Putain, ils m'ont mal renseigné. Allez, je finis. Voilà. Regarde. Regarde ça, comment c'est pas beau. Donc du coup... je vais pouvoir sortir ça proprement. Voilà. Pas beau ça ? Voilà, j'ai mon tube qui est intact. Bon, ça ne me sert à rien, hein. Et là, j'ai mon absorbeur. Voilà. Nickel. Et l'histoire de la couleur, ben voilà comment c'est. Une fois que l'air est rentré dedans, en fait, ça change de couleur, ça devient comme ça. On m'a mal renseigné. Je vais pas dénoncer qui c'est, mais c'est clair. Et pour finir, comme je te l'avais promis, une excellente conclusion pour clore le sujet. Alors on entend beaucoup de choses sur le panneau à tube. Déjà, que c'est beaucoup plus efficace. Alors oui, mais surtout dans les hautes températures. Et pour les chauffe-eau solaires, bah, ça sert pas à grand chose. Pire, on va vite risquer de la grande surchauffe si on ne consomme pas assez, si on est absent ou si on surdimensionne. Et là, crois-moi, l'installation de liquide vont souffrir. Dans les installations courantes, pour faire de l'eau à 55 degrés, sur un toit normal, on a vu qu'à surface égale, il n'y avait pas une si grande différence que ça.
3,2 mètres carrés de panneau à tube, c'est à peu près 3,8 mètres carrés de panneau plan. Ça fait quoi? Même pas 20% de différence en surface. Bon, côté esthétique, je crois qu'il n'y a pas photo. On n'aime pas. Côté résistance mécanique, il m'est arrivé plusieurs fois de changer des tubes cassés, alors que j'ai changé une fois un panneau plan qui s'était pris une balle de golf. Ouais, pas de bol. Hein. En même temps, quand sa maison est le long d'un golf, on prend des risques. Alors, il y a quand même des cas où les tubes peuvent rattraper une mauvaise orientation ou une mauvaise pente, et là, ça peut être très intéressant. Côté prix, le panneau plan est moins cher et le liquide caloporteur aussi est moins cher parce qu'il n'est pas spécial haute température. Et pour finir, et là je crois que je ne vais pas me faire les amis chez les vendeurs de panneaux à tubes, mais il faut que le vide, il y reste. Et très longtemps, sinon on se retrouve avec un panneau sans isolant et on perd toutes les performances. Et croyez-moi, j'en ai vu des panneaux dont le vide avait disparu. Et vous croyez que c'est facile de faire du vide qui reste dans une ampoule géante qui passe l'hiver de moins je sais pas combien de degrés à 300 degrés l'été? Avec toutes les déformations dues à la dilatation que ça entraîne? Pendant 20 ans, sur un toit, avec la pluie, la grêle? Bon, fin du sujet. Maintenant, vous faites ce que vous voulez et moi, je continue à faire ce que je fais. On n'a peut-être pas tout vu sur le sujet, mais là, tu as quand même de quoi peser le pour et le contre et faire le bon choix. Allez, sur Solartist, qu'est-ce que je raconte? Ami solariste, salut à toi. Bon, dans les semaines qui viennent, je vais avoir du mal à faire des vidéos. Je vais prendre quelques jours de vacances et je dois monter des vidéos de musique pour notre groupe, les Pull Me Up, parce que ça fait des semaines que j'ai les images et les autres, ils commencent à s'impatienter et grincer des dents. Et puis on a plein de concerts à venir à Paris et puis des enregistrements studio pour un nouvel album à préparer. Et avec tout ça, il va falloir que je reprenne l'entraînement de roller, car ça y est, on a réservé une équipe pour les 24 heures du Mans fin juin. Ah, je te jure, j'en peux plus. Vivement la retraite. Et encore, avec cette nouvelle loi sur les retraites, là, l'autre là, je viens de prendre 5 trimestres dans la tronche. Ouais, qui sortent de son bureau, l'autre là, et qui traverse la rue pour venir sur les toits, et il verra qu'il y a un moment où la retraite, elle se fait bien attendre. Fin de la fin. Ciao.